Les mots sont des actes, pouvant aller jusqu'à tuer dans les cas les plus graves, titre un article de rts.ch du 27 janvier dernier. En nous invitant à nous pencher sur le livre Quand la parole détruit, signé de nos invités Roger-Paul Droit et Monique Atlan, l'article cite cette dernière. S'il y a une menace sur la parole, une dérive, c'est parce qu'il y a la tentation de toujours privilégier ce qui va choquer en oubliant que nous sommes responsables de nos mots. Cette tentation de la violence verbale s'illustre tragiquement dans un fait divers jugé récemment où un influenceur a poignardé à mort un autre influenceur après une altercation diffusée en direct sur une application de streaming. Dans un article du Républicain Lorrain daté du 10 février 2023, un internaute commente: sur l'application, si je me filme en train de chanter, de jardiner, je vais avoir 10 personnes qui vont voir mon live. Mais si je suis dans les bagarres, les insultes, les déplacements pour aller taper des gens, je sais que je vais avoir toute une communauté. Une macabre course au buzz qui prouve, s'il en a encore besoin, que la frontière entre le réel et le virtuel a bel et bien cédé. Et ce n'est pas Samuel Laurent qui dira le contraire. Dans une interview donnée à Uzbek Erika en février 2021, l'auteur du livre « J'ai vu naître un monstre, Twitter va-t-il tuer la démocratie ?» nous explique: nous sommes collectivement en train de faire de ce réseau quelque chose de central dans le débat public, alors que la violence, qui est la grammaire même de Twitter, finit par se diffuser dans la société. Il y a des convergences entre l'essor de Twitter et celui de la culture du clash. Entre effets de meute, bulles de filtre, shitstorm et autres manipulations informationnelles, certains utilisateurs ne seraient plus capables sur la plateforme d'empathie, mais uniquement de ressentiment. Et l'auteur alerte: on parle beaucoup de l'éducation aux médias des plus jeunes, mais il faudrait aussi aider les seniors à être un peu moins crédules, car cela cause de gros dégâts en matière de radicalisation. Alors qu'en est-il de la modération? Leur riposte théorique à cet enjeu se trouve dans la culture libertarienne de la Silicon Valley, la liberté absolue des idées, où toute modération est déjà une forme de censure. Mais alors, que faire contre les violences en ligne? Apparemment pas grand chose, comme nous le raconte un article du 1er février paru sur l'Union.fr. 3 utilisateurs du réseau social Twitter y ont été harcelés. Jusque-là, rien de malheureusement étonnant sur cette plateforme. Le hic est que leurs plaintes se sont vues classées sans suite, les responsables du réseau social ayant refusé de répondre aux réquisitions visant à remonter jusqu'aux auteurs de harcèlement. Twitter décide tout simplement d'inventer de nouvelles règles du jeu. Tout le monde a fait son travail et la justice est bloquée par Twitter, c'est inacceptable, s'indigne maître Laura Benkemoun. Mais l'affaire n'en reste pas là, puisque les 3 victimes ont porté une nouvelle plainte, cette fois-ci directement contre Twitter Incorporation, à San Francisco, Twitter International Company, à Dublin, et Twitter France, pour complicité d'injures et de provocation non suivie des faits, ainsi que pour refus de déférer à une demande d'une autorité judiciaire. L'affaire sera jugée le 27 mars 2023, mais laisse assez peu d'espoir quant à son dénouement. Comme l'article le rappelle, Twitter France s'est déjà vu relaxer une première fois en 2022 pour les mêmes accusations. Et quand il a été contraint par voie de justice, en première instance et en appel, à détailler ses moyens de lutte contre la haine en ligne, l'Oiseau Bleu s'est pourvu en cassation. Le 27 janvier, Libération.fr revient sur le suicide en début d'année d'un jeune homme de 13 ans victime d'harcèlement scolaire en raison de son homosexualité. Alors que 4 adolescents du même âge vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de la victime, le parquet a également ordonné l'ouverture d'une enquête incidente contre X pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs. La lutte contre le harcèlement scolaire doit être urgemment renforcée. Qu'un établissement agréé par l'Éducation nationale ne réagisse pas à de nombreux signalements est alarmant, estime SOS Homophobie. Mais là encore, que faire? Une expérience actuellement menée dans plusieurs écoles d'Île-de-France nous est racontée sur le site Terra Femina le 22 février. Il s'agit d'importer le Free for Mobberry, méthode de lutte contre le harcèlement scolaire, en pratique au Danemark depuis 2005 dans les crèches, écoles maternelles et écoles primaires, et qui a fait ses preuves depuis également en Norvège, en Islande, au Groenland et en Estonie. Free for Mobberry fait appel au dialogue, au consentement, à la bienveillance et au vivre ensemble, par entre autres outils, des ateliers de discussion et de sensibilisation à l'adresse des enfants, bien sûr, mais aussi du personnel encadrant et surtout des parents, tant ces notions sont essentielles à inclure dans l'éducation dès le plus jeune âge par l'apprentissage et l'exemplarité. Ce programme a pour aspiration de développer les compétences psychosociales et le vivre ensemble pour prévenir le harcèlement scolaire. Il s'agit de faire en sorte que les enfants puissent développer des dynamiques de groupe positives, précise Margot Neuvial, coordinatrice du programme à la Ligue de l'enseignement de Paris. L'article rappelle que, selon les chiffres du gouvernement, dans les écoles françaises, un enfant sur 10 est victime de harcèlement, et que pour le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une montée des violences sexistes et sexuelles s'observerait effectivement chez les jeunes générations. Et ce, sous plusieurs formes, du harcèlement sexuel aux réflexions sexistes sur le physique ou la tenue. Si vous êtes ou avez été victime ou témoin de violence, il existe un numéro officiel pour le signaler. 3020 pour signaler un cas de harcèlement, 3018 pour un cas de cyberharcèlement. Et de nombreuses associations sont à votre écoute.